Hola, hola les signes, bienvenue dans ce deuxième épisode de mon podcast, Le vilain petit canard n'existe pas. Pour les personnes qui découvrent, qui ne savent pas encore ce dont il s'agit, je vous invite à aller écouter dès maintenant le premier épisode qui présente le but, le pourquoi du comment de ce podcast, de ce nom, de ce que j'entends par là, le vilain petit canard n'existe pas, et ce de quoi j'ai envie de causer ici. Ce deuxième épisode, j'ai envie de le dédier directement au vilain petit canard. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que j'entends ici ? Et l'idée, c'est d'en faire une sorte de portrait robot comme ça, d'avoir le plus de détails possible pour pouvoir l'identifier, pour pouvoir reconnaître à l'intérieur de toi lorsqu'il est en train d'avoir les rênes, pour pouvoir mesurer à quel point ça a un impact réel dans ta vie, dans l'ici et maintenant de ton quotidien, et l'identifier pour pouvoir en fait reprendre toi les rênes. On pourrait même dire pour pouvoir redonner les rênes aux signes que tu es en fait. Et quand j'ai eu envie de me pencher un peu plus près sur c'est quoi les caractéristiques du vilain petit canard, à mon avis, selon ma vision, ce qui m'est venu à chaque fois que je commençais une liste comme ça, et à chaque fois ça commençait par P. Et je me suis dit, génial, je vais essayer de trouver à chaque fois des mots qui commencent par P pour que ça augmente l'effet mnémotechnique. Et en fait, P comme plomb. L'idée, c'est d'imaginer comme ça qu'on a tous, toutes des signes par essence, que c'est notre nature véritable, et qu'on a comme ça comme une envie, une propension à vouloir déployer nos ailes allègrement. Et en fait, si on a du plomb sur nos ailes, quelle que soit la raison, alors elles se rabattent. On se retrouve là comme ça, comme bras ballants, et on ne sait plus comment faire pour avancer, pour continuer d'avancer sur le chemin qui mène à la montagne sacrée. Alors, c'est pour ça que cet épisode s'appelle aussi comme les 9 P. C'est parti. J'aime bien que ça soit Mouchou qui soit le gardien de mon album illustré, parce que ça, en fait, l'énergie du dragon, elle me relie tout de suite à Christiane Singer et à ce texte. Alors je sais pas en vrai de quel livre il est tiré. Peut-être je le donnerai dans la description. je le repasserai, ce texte dont j'ai déjà parlé plein de fois avant, et voilà, qui parle des dragons comme étant les gardiens des plus grands trésors. Et pour moi, c'est un peu la même histoire que les symptômes du vilain petit canard, qui nous mettent en vrai sur la piste du signe qui ne demande qu'à prendre pleinement sa place dans notre vie, pour notre vie, au service de notre vie. Alors, premier P comme plomb, les pensées. Regarde un peu, fais un peu comme ça le scan des pensées qui te traversent, et à chaque fois que ce que tu es en train de te raconter, que ce soit sur toi-même ou sur quelqu'un d'autre ou sur une relation ou sur une situation, si ce que tu es en train de te raconter, ça ressemble ou ça vibre quelque chose comme « je ne suis pas assez bien », je suis pas assez bien,
Je suis pas suffisante. Je suis pas capable. Je sais pas faire, j'y arrive pas. Je suis pas comme il faut. Si ça, c'est prédominant, alors c'est que c'est là, c'est que t'as mis ta casquette de vilain petit canard. C'est que, alors, en fait, ça a pour conséquence que que tu es en train de mettre le focus sur ce que tu n'es pas ou sur ce que tu ne serais pas. C'est comme si tu regardes, peut-être parfois aussi en comparaison avec d'autres personnes ou avec une projection d'une version de toi-même qui serait a priori mieux, et en même temps qui peut-être est à milieu de ce que tu es maintenant et de ce que tu ne seras jamais. Et ça veut pas dire que c'est mal, ça veut pas dire que tu devrais être ça ou que tu devrais devenir ça. Soit c'est quelque chose que tu t'es inventé toi-même, ou soit c'est à force d'avoir entendu les autres avoir des attentes à ton égard. Et alors, voilà, ça a pour conséquence que tu te sentes pas, pas assez, pas ce que tu aimerais. Et si tu ne te sens pas, c'est comme si ça te réduit ou ça te définit avec un prisme de la carence, avec un prisme de l'absence, avec un prisme du rien. Et ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas ce que tu es. Et pendant que tu es en train de déplorer ce que tu ne serais pas, eh bien, tu n'es pas en train de mettre ton énergie à exprimer ce que tu es et à œuvrer depuis ce que tu es. Et à mettre en avant et à mettre au service de ta vie l'abondance que tu es. Et donc ça a pour conséquence aussi que tu te retrouves avec l'estime de toi au fin fond des chaussettes et les ailes plombées et rabattues. Et souvent c'est associé à ce qu'on peut appeler les murs mentaux. Je ne sais pas, je ne peux pas, je ne dois pas, je n'ai pas. Et à chaque fois qu'on se répète ces choses-là, pouf, tout de suite, c'est comme s'il y avait une raison à arrêter, de poser un pas vers son rêve, de poser un pas de plus sur ce sentier qui mène à la montagne sacrée. Et bien souvent, ces choses-là, c'est pas une fin en soi, c'est pas vraiment vrai. Et pendant que tu es en train, on va dire, de donner une pièce dans la machine qui fait marcher ce truc-là, je ne peux pas, je ne dois pas, je ne sais pas, je n'ai pas, eh bien, tu n'es pas du tout en train de regarder et de prendre la responsabilité de ce qui, oui, est entre tes mains, qui est qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux pour toi ? Et comment tu te mets en cohérence avec ce que tu veux pour donner tout ce que tu as pour augmenter tes chances que ça advienne. Ensuite, un autre P comme plomb. Ouh là là, celui-là, c'est un mot que parfois ça on n'aime pas trop bien l'entendre parce que ça met le doigt sur toutes les fois où on le fait, pourtant tellement souvent. Tu verras, vous verrez. Procrastination. Ah. Et oui, on verra demain. Non, mais je ferai plus tard. Non, mais Bah oui. En fait, à chaque fois, une amie qui dit ça. Reporter à demain, c'est se reporter à demain. Alors bien sûr,
parfois on peut pas, voilà, on a des journées de 24 heures, on a une certaine quantité d'énergie à disposition, puis après il y a besoin de la régénérer. Et donc parfois, bien sûr, on ne peut pas faire encore plus. Je parle pas de ça, je parle de toutes ces fois où on le reporte et où on le fait pas par peur ou parce que on a donné les rênes à toutes les pensées que j'ai énumérées avant. Et c'est pas une histoire de ok, quand j'ai rechargé les batteries, je le ferai. Non, il y a comme demain. Et en fait, demain, c'est encore non, mais demain. Mais parce qu'en fait, derrière, il y a oh, je suis pas assez bien. Je le sais déjà. Je suis pas assez comme il faut, alors je vais pas bien le réussir, alors je préfère pas le faire en fait. Et ça, c'est vraiment une des grandes facettes du mode vilain petit canard. Par exemple, moi, j'avais aujourd'hui une très bonne raison de procrastiner le fait de faire maintenant l'enregistrement de cet épisode. Alors, deux raisons très majeures se sont manifestées. Premièrement, j'ai mal à la gorge et parfois j'ai des quintes de toux. Et alors voilà, c'est sûr que c'est impossible de le faire. Bah oui, bien entendu. C'est grave si jamais je me racle la gorge et si jamais je devais arrêter pour tousser. C'est terrible, c'est impossible d'enregistrer, absolument, bah oui. Et encore plus, c'est qu'aujourd'hui, mes cheveux ne veulent pas se mettre comme j'aime qu'ils se mettent. Et ça, c'était aussi une raison absolument évidente et convaincante pour me dispenser d'enregistrer cet épisode qui est pourtant quelque chose qui me tient à cœur. Troisième P. La peur. La peur. La peur, point. C'est-à-dire que ça veut pas dire qu'à un moment donné, il doit plus jamais y avoir de peur et tout ça. C'est la peur qui a les rênes, la peur qui a le dernier mot, la peur qui vient refermer le tiroir des rêves à double tour et qui avale la clé. Ici, je parle de la peur tellement forte qu'alors elle paralyse d'une certaine manière et qu'elle entraîne un mot que j'aime beaucoup, l'inertie. J'imagine un cygne sur un lac et ce cygne serait immobile. C'est pas du tout la même chose qu'un cygne qui vogue comme doucettement, avec grâce et le lac est avec très peu de mouvement, etc. Mais ok, il y a quand même ce mouvement qui est là, tout délicat, tout élégant. Non, non, non. Là, on aurait un cygne un peu comme prostré, comme ça, sur un lac gelé. On voit la différence entre une peur passagère et une inertie passagère aussi, parce que on peut, ça veut pas dire qu'on doit être tout le temps en mouvement, ça veut encore moins dire qu'on doit être dans une agitation. Une inertie passagère qui serait du repos ou qui serait prendre un temps de pause pour faire le point, pour faire un plan, pour sentir, vérifier, écouter son intuition, demander guidance. Non, 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 ben en fait, c'est pas de l'inertie tout ça. L'inertie, ça serait vraiment une sorte de rien du tout et de recroquevillement absolu par peur. Point. Point final. Et ça, pour moi, c'est absolument aussi un signe que le cygne est en train de se prendre pour un vilain petit canard qui est encore en train de croire à cette histoire-là et qui a trop de peur. Peur de quoi? Peur des représailles,
des jugements, des colibets, peur, du rejet, de l'abandon. On va les lister, les 5 blessures et même plus. Peur de tout ça, quoi. Au point, comme d'annuler, d'éteindre ce qu'il y a de plus précieux en lui, ce qui est lui, ce qui est l'expression de la vie qu'il traverse, au point d'éteindre tout ça. Autre P, poids. Le poids est un synonyme de poids, c'est gravité. Une telle gravité sur les ailes qu'alors elles sont appesanties. On peut même pas voir. Et gravité, oui, cette énergie du grave. Je sais pas vous, dans vos familles, dans comment vous avez été éduqués. Waouh, moi, ô combien j'ai eu et j'ai encore à déprogrammer une culture du drame, du grave. Une sorte de confusion entre c'est sérieux et se prendre au sérieux, et si c'est pas fait comme ça, alors c'est grave, et qu'est-ce qui pourrait arriver de grave, voire de sordide. Et comme si chaque chose était faite de ce prisme-là, de cette énergie-là, et alors, la légèreté, l'amusement, au mieux ça n'existe pas, au pire si jamais ça apparaissait, c'est mal. C'est mal. C'est quoi? C'est être frivole et c'est pas prendre les choses au sérieux. Comme cette confusion entre considérer que les choses sont importantes et précieuses et mettre ce sérieux qui fait du poids qui fait du poids et qui fait que c'est pas fluide et c'est pas agréable et tellement de poids qu'on peut pas s'envoler et qu'on le fait pas. Est-ce que ça vous parle tout ça? Comment ça vous résonne? Ensuite, ici me vient le mot punition. Ouh! Ça, je crois aussi, je pense que je l'ai bien entendu, je les coche tous. Punition et autopunition. Je crois que c'est aussi un des mécanismes les plus ancrés que j'ai chaque jour à détisser dans mon maillage intérieur. Punition envers soi même, autopunition, ou envers l'autre. Parfois il peut y avoir comme ça un réflexe, une réaction dirigée vers l'autre avec comme une envie un petit peu comme ça de le punir comme un enjeu relationnel affectif ici. Je vais plutôt moi là parler d'autopunition parce que en fait, peut-être c'est réducteur, je veux pas le réduire, je veux le rendre facile dans un premier temps. Dès l'enfance, lorsqu'on est confronté à ces premiers instants qui créent de la blessure, voire du trauma au-dedans, il n'y a pas 36 solutions. Peut-être il y en a, mais si on schématise, soit, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est tellement douloureux,
c'est tellement rude et parfois c'est tellement même pas métabolisable par la psyché, voire par le corps. Ça dépasse l'entendement. Et l'enfant ici, il est pas mature pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et c'est comme s'il y avait Godzilla qui entrait dans cette pièce et que cet enfant était comme face à lui et qu'il n'y a personne d'autre dans la pièce. Et quand bien même il y aurait des adultes dans la pièce, c'est comme s'ils n'étaient pas là. Parce que soit ils font style qu'ils l'ont pas vu, ou soit même s'ils l'ont vu, ils sont eux-mêmes trop paniqués ou trop mal ou trop occupés avec leur truc. Et en fait, personne n'a les moyens à ce moment-là de penser que l'enfant qui est là et qui est dépendant des personnes qui l'entourent a besoin de contenance, a besoin de protection et a besoin qu'on vienne poser des mots pour aider à comprendre ce qui se passe. Quand tout ça, ça ne peut pas se faire et qu'alors se crée la dimension traumatique de l'affaire, l'enfant a plus ou moins comme deux solutions. Soit pour pouvoir avoir une impression de contrôler quelque chose à ce qui se passe, soit il va pouvoir, c'est je crois quand même assez rare, considérer que genre c'est l'autre qui est méchant, c'est la faute à l'extérieur. Ouais, comme même papa ou maman, genre ils sont méchants et ça va pas et je sais pas quoi. Le plus souvent, c'est assez rare parce qu'en fait, l'enfant a besoin de garder en lui une représentation de ses parents comme étant bons. Parce que si ses parents ne sont pas bons, aussitôt, ça collapse à l'intérieur. C'est comme si, non seulement ça veut dire que lui, il est pas bon, et ça veut dire aussi que c'est trop insécurisant. C'est trop insécurisant. Les parents, ou si ça peut pas être papa ou maman, ou les deux, les personnes qui font office de ces figures d'attachement principales ou secondaires, comme on est dépendant d'eux pour survivre, pour vivre, pour avoir un toit, pour manger, pour... on a besoin de les relier à une représentation, on dirait positive, quelle qu'elle soit. Et donc, s'il est en train de se passer un cataclysme ici à la maison, ou peu importe où c'est, pour pouvoir l'intégrer sans se désintégrer, sans avoir cette... En fait, sans que cette impression, cette sensation de désintégration soit réelle dans le corps, c'est-à-dire pour que ça reste à l'état d'impression, alors le mécanisme tout de suite qui se met en place, c'est se culpabiliser soi-même. Comme ça donne une impression de contrôle du truc. Ah mais oui, mais... Et bien sûr, c'est inconscient tout ça. Hein. Ah mais oui, mais c'est parce que c'est moi, parce que j'ai dû faire ça, ou j'ai pas fait assez bien ça, ou parce que l'autre jour, ou parce que sais-je. Ou alors, si je fais ce truc-là, ça recommencera pas, ou bon. Et ici, peut se mettre en place aussi ces histoires-là d'auto-punition. Ou sinon, c'est aussi, ça peut simplement aussi être continuer
de s'auto-induire les différents comportements punitifs qu'on a reçus de notre environnement. Moi, je me souviens d'une époque où, lorsque je voyais ma mère en grande souffrance psychique, bon, j'en parlerai au compte-gouttes tout au long de ce podcast, je ne sais pas comment, quand. Voilà, donc ma mère qui avait... que j'ai, moi, toujours connue, en tout cas, je n'ai pas d'autres souvenirs que ça, d'avoir vu ma mère dépressive très fort, et avec comme ça des up and down, mais quand même le plus souvent en down. Et dans des moments costauds, qui bien souvent, je l'ai compris après en relisant tout ça, qui bien souvent en fait étaient des moments qui annonçaient, qui étaient une augure d'une tentative de suicide à venir. Eh bien, dans ces moments-là, lorsque je sentais que soit ma mère, elle pleurait beaucoup, ou soit elle criait beaucoup, ou soit elle devenait tellement distante que j'avais l'impression qu'il n'y avait plus de lien. Et ça, c'était, je crois, le plus insupportable de tout pour moi. Dans ces moments-là, parfois, j'essayais de trouver des moments ou des raisons de mériter d'être punie. Par exemple, je me disais... je me souviens d'une fois où je n'avais pas plié ma serviette de table et remis ma serviette de table dans le rouleau, parce que c'était comme ça qu'on faisait à la maison. Et à la maison, il fallait que tout soit bien au carré. Et moi, j'avais pas remis ma serviette de table et j'avais quitté la table sans replier ma serviette et sans la remettre dans le truc. Et dans l'après-midi, comme il y avait cette énergie-là de ma mère, il y a comme quelque chose en moi qui s'est imaginé que ça pouvait avoir un lien avec le fait que j'avais pas fait ça bien. Et je me souviens être allée moi-même chercher mon cahier de lignes, parce que j'avais un cahier de lignes, et commencer à écrire je ne dois pas quitter la table sans avoir replié ma serviette, un truc du style. Et l'écrire, et l'écrire, et l'écrire. Et aller la porter à ma mère. Voilà le cliché littéral de l'autopunition. Ça veut pas dire que on ait tous vécu des situations semblables à celle-ci. Ça veut dire que c'est comme une représentation assez facile d'un mécanisme plus inconscient et plus intérieur qui peut exister chez nombreux d'entre nous. Un peu dans le même style, la privation. C'est un peu une forme de punition. Ça, c'est... Bon, c'est le paradigme du sacrifice et la croyance que je ne mérite pas. Je ne vaux pas. Je ne mérite pas, ou alors que les miettes. Et genre, je dois en faire des caisses pour mériter de recevoir des miettes. Et parfois, cette privation, c'est aussi s'empêcher de vivre ou de recevoir quelque chose qui pourtant pourrait être comme vachement sexy à vivre. Et pourtant, on s'en empêche, on se le refuse par peur de ce qui pourrait arriver, par peur de que ça s'arrête, par peur que si jamais on fait quelque chose de travers, qu'est-ce qui pourrait se passer? Non, mieux vaut que je le fasse pas, mieux vaut que j'aille pas, mieux vaut que je prenne pas. Aussi, si je prends, alors je veux me sentir redevable et moi je vais pas le faire assez bien, je sais pas quoi.
Est-ce que ça parle aussi? Ok. Cette privation par anticipation anxieuse et aussi une manière comme ça de pouvoir contrôler soi-même. Si moi je m'empêche, au moins je sais quand, comment, que c'est moi qui le fais, donc je maîtrise le truc. C'est moins rude que si soudain je me prends un gros scud de la personne en face et que j'avais pas vu venir et que ça va bien réveiller mon trauma et que ça va être horrible. Ici, c'est encore tout ça, voilà. Ce qui, pour moi, correspond à cette panoplie du vilain petit canard. Protection. Protection, vraiment, pour moi, ici, j'entends les mécanismes de défense, fuite. Donc, fuite, c'est vraiment courir à toutes jambes pour éviter un danger. Repli, là, ici, c'est plus freeze, comme je bouge plus, j'existe plus, je me fais l'autruche, comme un signe qui fait l'autruche. Ou je fais l'opossum, peut-être je parlerai aussi ça, j'aime beaucoup le syndrome de l'opossum. Bref, je fais comme s'il n'y avait personne. Ou attaque, agressivité. Quelle que soit la manière, chacun son style. Bon, tout ça, alors souvent, comment on dit ça? Ça se solde par de l'isolement, une sorte de solitude un peu comme forcée, quelle que soit la manière de faire pour cela. Et c'est une protection qui vibre qu'à un moment donné de notre existence où on en aurait eu besoin, que ça soit dans l'enfance lorsqu'on était dépendant des adultes qui nous entourent, ou que ce soit même plus tard à l'âge adulte, mais à un moment donné où on a vécu quelque chose de traumatisant pour notre corps, pour notre intégrité physique, psycho-affective, eh bien, des moments où on a manqué de protection, alors qu'il y aurait eu besoin. Alors ici, la conséquence, c'est cette forme de surprotection qu'en fait, on n'a pas le choix, qu'on ne peut pas faire autrement que de faire ça, comme si on n'a pas la main. C'est le système alerte rouge qui se met en place et c'est pas quelque chose de vraiment voulu et vécu de façon paisible, comme si c'était juste, voilà, c'est plus fort que nous, on peut pas faire autrement et on aimerait bien même parfois pouvoir faire autrement et puis on sait pas bien comment. Allez, le 8e, le mot qui m'est venu, c'est pansement. Un pansement qu'on viendrait mettre par-dessus une blessure sans vouloir la regarder, en fait, pour la cacher. Pour la cacher déjà à soi-même, pour se cacher, pour se voiler la face, on pourrait dire. Et pour la cacher des autres. Et pour comme pas avoir à la soigner, comme par peur que ça fasse trop mal. Et avec une croyance que je sais pas, si on le voit pas, ça n'existe pas. Alors qu'en fait, ça continue de pourrir, que ça continue de faire mal, même peut-être de plus en plus, même si c'est autrement, même si c'est plus sourd ou que sais-je. Et voilà, et que ça finit par gangréner, et que sais-je. Ici, par pansement, ce qui m'est venu, c'est les choses comme... Alors, soit se divertir,
Mais se divertir d'une façon pour oublier. Un divertissement fuite. Je suis pas en train de dire que c'est pas ok de se divertir et de s'amuser, au contraire, j'en parlais tout à l'heure, hein, sortons de la gravité et du poids dans les choses de la vie. C'est plutôt allez viens, ouais, genre on fait comme si ça n'existe pas et je vais m'endormir ou je vais m'enivrer du reste et oublier ça. Et ça, c'est aussi, quand je parle d'enivrer et d'oublier, ça me fait bien sûr aussi penser aux addictions. Pour moi, ça fait partie de ce qui fait pansement. Toutes les sortes d'addictions qui viennent comme ça, un peu comme compenser et étouffer et essayer d'oublier ou d'anesthésier au moins un moment. Ce trauma qui a été vécu et dont la vibration reste tellement forte et a tellement de poids, de pouvoir. Et enfin, le résumé un peu de tout ça, c'est aussi la perte d'élan, la perte de sens. Comme si à un moment donné, on était tellement coupé de la vie qui nous traverse, tellement coupé de notre essence, de notre nature véritable. Pour moi, c'est ça le signe. À force de toutes ces couches mises par-dessus et de tous ces épais, le mot qui me vient c'est épais, eh bien, épais, épais, eh bien, alors, comme, je sais pas, c'est comme si on était, j'entends souvent des gens dire ça, moi je l'ai dit 10 000 fois, j'ai l'impression d'être en mode robot, j'ai l'impression d'être en pilotage automatique, j'ai l'impression d'être une coquille vide. Ouais, je sais pas, comme l'impression de brouillard, de néant. Et parfois ça, bien sûr, ça peut aller jusqu'à des pensées suicidaires parce que une telle perte d'élan de vivre, de sens, comme ok, pourquoi, comment, par où je vais, comment je peux me sortir de là, et aussi parfois un tel niveau de souffrance que la seule chose qui vient, qui reste, on pourrait dire, la seule issue qui paraît rester dans cette impression d'impasse, eh bien parfois c'est l'idée de suicide, mais parce que en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire je veux arrêter de souffrir autant, je veux arrêter de vivre ce que je suis en train de vivre, et en même temps je sais pas comment faire. Et c'est comme si la mort vient ici comme résonner un ok, ça va s'arrêter, un peu genre comme ça. Voilà, pour moi ça serait comme ce syndrome du vilain petit canard poussé, comme si on imagine un volume sonore ou le volume de la gazinière là, ça serait le max quoi. Et alors tout ça, ces 9 P, eh bien ça peut se traduire aussi tout au long de l'aventure, de ces moments de vie qu'on transite en croyant qu'on est un vilain petit canard parce que tant d'autres nous l'ont dit ou parce qu'on l'a déduit soi-même avec tout ce qu'on a vécu, et que waouh, c'est tellement... Et qu'en plus on a l'impression, on a cette impression, cette sensation de pas être un signe et qu'il faudrait l'être parce que c'est ça qui est bien, parce que c'est ça qui est comme, qui serait comme honorable, qui serait gage de reconnaissance,
Et alors, il faudrait qu'on devienne sage, je le disais la dernière fois déjà dans le premier épisode, alors que non, non, c'est juste on a oublié qu'on l'est déjà. Il ne s'agit pas de devenir mieux, de devenir plus, de faire tout un tas de choses pour essayer de développer je ne sais quoi. Il s'agit de défaire pas à pas tout ce qui nous a éloignés, déconnectés de ce qui était déjà là depuis tout le temps et de ce qui est encore là. Même au cœur de la tourmente, c'est encore là. Lui, il n'a de vilain petit canard que le nom que les autres lui donnent. Hein. En vrai, depuis le départ, il est lui, il est un signe. Hein. C'est les autres qui ne reconnaissent pas ça. Hein. Et comme il a besoin de se sentir, c'est ce sentiment d'appartenance, de sentir qu'il est, de se sentir en sécurité, qu'il a besoin de se sentir relié à au moins une impression de tribu, eh bien, il est d'accord de croire à cette histoire-là. Et donc tout ça, ça peut se traduire par différents symptômes, différentes somatisations, tous les maux du corps qui peuvent ici apparaître, et aussi les crises d'angoisse, les insomnies, voilà, tout ça c'est comme, ça fait partie du package quoi. Et alors pour résumer, ce que moi j'aime appeler le vilain petit canard, en disant qu'en vrai, souvenez-vous, il n'existe pas. Pour moi, le vilain petit canard, c'est ce qu'on peut appeler l'identité du trauma. J'ai entendu du docteur Gabor Maté, c'est que le trauma, c'est une réaction normale à une situation anormale. Et pour moi, c'est exactement ça, cette histoire de vilain petit canard et de cygne. Je suis pas en train de dire que c'est pas normal ce qui t'arrive si tu sens que ça résonne pour toi ce que je raconte. Je suis pas en train de dire que c'est pas normal. Je suis pas en train de dire que t'es pas normal. C'est absolument normal au regard de ce que tu as vécu. Ça, c'est comme personne peut savoir à ta place. Tu as fait et tu continues de faire exactement comme tu peux, du mieux que tu peux avec les ressources que tu as à partir de ce que toi tu as vécu. Et pour pouvoir composer avec l'intensité de rude que tu as eu à traverser. Tout ça c'est normal. En revanche, en fait c'est pas que c'est mal, c'est que ça fait mal. Et l'idée, c'est que pouvoir identifier tout ce qui fait mal et pouvoir le relier à cette prise de conscience que dans cette histoire-là, il y a un truc qui n'est pas vrai. Il y a une illusion. Cette illusion-là, si je la crois, si je lui donne du pouvoir, elle conditionne toute ma vie. Et elle continue de nourrir la souffrance en moi. Si je suis d'accord de me souvenir que c'est une illusion et que c'est pas vraiment vrai, bien sûr que les sensations, les émotions, les douleurs, que sais-je, bien sûr que ça c'est vrai parce qu'en fait c'est rattaché à ma réalité intérieure. N'empêche que ça prend racine, que ça prend naissance à partir d'un truc qui n'est pas vrai. Et si je suis d'accord avec ça, je peux commencer pas à pas
à transformer le plomb en or. Ah donc bien sûr, on l'aura compris, je ne cesse de le répéter et je continuerai de le répéter encore et encore. Cette illusion de départ, c'est que le vilain petit canard n'existe pas. Tu es un signe. Tu es un signe. Tu es... Oh, tu me vois plus, mais je vais susurrer à l'oreille du micro. Tu es un signe depuis toujours. Quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ce qu'on t'a fait croire, quel que soit ce qu'on t'a fait vivre, tu as toujours été un signe et tu l'es encore. Viens, on va le chercher, on va le rechercher. Permets-lui, à lui, de venir te chercher. Écoute son appel. Il te guide dans un premier temps sur les pas de ton vilain petit canard, sur les pas du jeune cygne que tu as été, qui a souffert tant de tourmentes. C'est lui qui connaît le chemin. Tu es un signe. Merci, merci, merci pour votre écoute, pour votre présence, pour vos partages, réactions, likes, que sais-je. Et puis, si vous avez envie de me retrouver sur mes réseaux sociaux, ou de me laisser un mail, ou de prendre rendez-vous pour un accompagnement, voilà, toutes les infos sont dans la description sous la vidéo. Allez, libérons-nous de ce plomb sur nos ailes de cygne. Il est temps qu'elles aillent se dégourdir. Bessos, à tout le temps.